je voulais vous parler de l'acte 2 de notre mission d'observation au nom de l'Institut de l'Afrique des libertés et de la politique en France, afin d'en tirer des leçons pour les opinions africaines et françaises et de faire des observations sur l'évolution du système mafieux de la France-Afrique dont nous devons en effet démanteler la logique. Continuez à partager cette émission. Vous êtes près de 1000 personnes rassemblées sur TikTok. Vous êtes près de 1000 personnes rassemblées sur Facebook, près de 5000 maintenant sur YouTube. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour rester actifs. Vous n'êtes que 1500 à avoir pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Ce n'est pas assez. S'il vous plaît, rendez-vous sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. N'ayez pas peur. Donnez les pains spirituels, la liberté aux Africains. De même sur YouTube et Facebook et TikTok. S'il vous plaît, partagez encore l'émission. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Le second sujet que je propose à votre sagacité, c'est donc l'acte 2 de notre observation de la crise politique franco-française en cours. Alors, il y a une mauvaise habitude qui a été prise dans les milieux africains et dans les opinions africaines. Nous avons pris l'habitude, chaque fois qu'il y a une crise politique en Afrique, eh bien voilà, il y a des observateurs qui débarquent de France, qui débarquent de l'Union européenne, qui débarquent des États-Unis, qui débarquent de Grande-Bretagne. Il y a toutes sortes d'ONG qui se mettent en chemin. Parmi ces ONG, beaucoup de hiboux, de vautours, de rapaces. Et il y a l'ONU qui s'empresse de dépêcher l'une de ses nombreuses commissions pour venir observer et faire des recommandations dans les affaires africaines. Eh bien, il faut mettre en place un mécanisme de réciprocité quand il y a des crises ailleurs dans le monde, surtout chez les pays où de nombreux donneurs de leçons s'empressent souvent de prendre des avions pour aller chez nous en Afrique, nous dire ce qu'il serait bon de faire. Nous devons prendre la bonne habitude, nous aussi, de leur dire ce qu'il serait bon de faire. Autant vous avez des missions d'observation qui ont des choses toujours à dire sur ce qui se passe en Afrique. Observation des droits de l'homme, observation de la bonne gouvernance, observation du réchauffement climatique, observation de la démocratie, observation des élections, observation de tout. Nous aussi, on va avoir exactement, systématiquement, les mêmes missions d'observation partout dans le monde. Notamment chez ceux qui ont la prétention de nous dire ce que nous devons faire chez nous en Afrique. Écrivez ça. Tilana, écrivez. Donc, l'Institut de l'Afrique des libertés, c'est 35 maintenant, chercheurs répartis sur tous les continents. Nous nous imposons le devoir d'être observateurs des crises politiques du monde entier, pour être les yeux de l'Afrique partout. C'est à ce titre que nous avons donc monté une mission d'observation de l'actuelle crise politique française. L'observation ira jusqu'aux élections du 30 juin 2024, les élections législatives. Et nous vous rendrons compte, day by day, de nos observations. D'autant plus que c'est intéressant. J'espère que vous savez qu'une partie des institutions qui déterminent encore la vie des Africains sont basées en France. Par exemple, la Banque centrale française, qui émet le franc CFA, elle est en France. C'est elle qui contrôle le système monétaire d'une quinzaine de pays d'Afrique dite francophone, n'est-ce pas? Donc en fait, les Africains ont des raisons de s'intéresser et de suivre de très près ce qui se passe en France et de l'expliquer aux peuples africains. Car ce qui se passe en France a encore des conséquences directes sur ce qui se passe en Afrique, et notamment en Afrique anciennement sous tutelle ou anciennement colonie française. C'est clair ou pas? Il y a une légitimité historique, il y a une légitimité scientifique, il y a une légitimité politique. Il y a une légitimité morale à avoir quelque chose à dire, puisqu'ils ont toujours quelque chose à dire dans nos affaires africaines. C'est clair ou pas? Alors, sans difficulté, nous les observons. Hier, je vous ai donné une première conférence sur le sujet, où j'ai observé le phénomène mathématique de la correspondance, de la corrélation entre l'antécédent de la France-Afrique et son image. L'antécédent de la France-Afrique, c'est l'élite politique. Vous savez, le phénomène de la corrélation entre l'antécédent de la France-Afrique et son image. J'ai expliqué cette image mathématique qui relève du domaine mathématique des fonctions. L'antécédent, c'est la source à partir de laquelle est produite une cause.
Cette cause qui est transformée dans l'espace avant d'aboutir à une conséquence. Cette transformation dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la fonction. La fonction est une loi de transformation. Donc, l'Afrique francophone actuelle, elle est issue de la cuisse du colonialisme et du néocolonialisme français. C'est la puissance coloniale française qui a décrété la forme de l'État d'Afrique francophone. C'est même elle qui a choisi la plupart des élites qu'elle a imposées par la force, par la ruse, par la fraude électorale. C'est l'histoire de la naissance de la France-Afrique qu'il serait fastidieux de raconter ici. Faisons référence à un bon ouvrage, celui de François-Xavier Verschave, intitulé « France-Afrique, le plus long scandale de la République française ». Il a été publié chez Stock, le livre de François-Xavier Verschave. C'est la meilleure restitution de cette mafia, dans laquelle une quinzaine de pays africains sont encore, justement, piégés, jusqu'au moment où je vous parle. Donc, hier, j'avais décrit les caractéristiques de la pseudo-démocratie d'Afrique francophone et j'ai montré que ces caractéristiques rejaillissaient très clairement dans la crise politique franco-française. Déni de la souveraineté du peuple, copinage entre des élites corrompues, fraude électorale, mensonges politiques à foison, scandales financiers, scandales économiques, subordination à des puissances étrangères et à des oligarchies financières. J'ai montré que c'est cela qui fait le système soi-disant démocratique d'Afrique francophone, mais la crise qui a éclaté au cœur de la classe politique française à Paris, après la défaite du régime Macron aux élections européennes, permet de voir donc l'origine même de toutes ces maladies politiques, de ces pathologies politiques. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, je voudrais observer des points remarquables. Il y a un phénomène qui est apparu très nettement à Paris, c'est le fait que la manipulation des partis d'opposition par les pouvoirs corrompus est l'une des caractéristiques les plus importantes du système france-africain. Retournons d'abord en Afrique pour voir cela. Parce que c'est sur ce point que je vais attirer votre attention aujourd'hui, la manipulation des partis d'opposition dans le système france-africain. En Afrique, ça donne quoi? Je prends deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, que je connais très bien. Au Cameroun, qu'a fait le régime au pouvoir issu du néocolonialisme et du colonialisme français pour dominer l'opposition? Il a systématiquement utilisé la corruption, le mensonge et la violence pour diviser les principaux partis d'opposition. Au début des années 90, c'est la stratégie qui a été adoptée par le régime de Paul Biya contre l'Union des populations du Cameroun. Le parti qui avait mené la lutte d'indépendance contre le colonialisme français au Cameroun. Dans les années 90, les Camerounais se sont retrouvés avec, au minimum, il y avait au moins 10 UPC différentes. Les 10 UPC, Union des populations du Cameroun, étaient toutes, parfois simultanément autorisées par le ministère de l'administration territoriale. Je recommence l'exemple du Cameroun. Pour que Biya soit sûr que le principal parti qui a lutté pour l'indépendance ne soit pas en capacité de prendre le pouvoir, il a entrepris de le saucissonner et de le diviser en 1000 morceaux. En excitant à l'intérieur de ce parti les fibres ethniques, il a poussé à la création d'une UPC à dominante Bassa, une UPC à dominante Bamileke, une UPC à dominante Sawa ou Douala, une UPC à dominante nordiste, une UPC à dominante diasporique. Il a créé un tel nombre d'UPC que le peuple camerounais ne savait même plus où trouver l'UPC. C'est-à-dire que les Camerounais ne savaient même plus où trouver ce parti qui avait porté pourtant la lutte d'indépendance du pays. D'accord? Et voilà comment le régime a neutralisé l'Union des populations du Cameroun. Jusqu'à l'instant où je vous parle, il y a plusieurs groupuscules se revendiquant de l'UPC. Et l'administration territoriale du Cameroun s'amuse à reconnaître tantôt tel en fonction de ses intérêts. Vous comprenez? Et ils ont appliqué la même méthode à la force de l'opposition qui a émergé dans les années 90, le Social Democratic Front de Ni John Frundi. Ils se sont mis à encourager des gens
a encouragé des gens à diviser le SDF. Il voulait créer un SDF du centre, un SDF du nord, Social Democratic Front, un SDF Bamileke, un SDF Douala. Et l'administration territoriale, les renseignements généraux sont chargés de susciter des séditions à l'intérieur de ces partis. Et c'est un petit jeu pour le ministre de l'administration territoriale camerounaise jusqu'aujourd'hui de s'amuser à reconnaître des partis et ensuite à reconnaître des partis de ces partis et parfois à considérer qu'il reconnaît une partie du parti et ne reconnaît plus la racine du parti. Les ministres de l'administration territoriale au Cameroun sont des experts dans l'art de la manipulation des partis d'opposition. Le dernier cas en date a eu lieu avec un parti qui est sorti de l'opposition, suscité par le pouvoir, le PCRN, de Cabral Libi, qui est député actuellement. Quand Cabral Libi s'est mis à vouloir utiliser le PCRN comme un appareil politique pour s'affirmer, aller vraiment à la conquête de la présidence de la République, on a suscité une sédition dans son PCRN. On a créé une aile séditieuse qui l'a exclu. L'aile séditieuse a exclu Cabral Libi qui s'est retrouvé exclu de son parti. Et ceux qui l'ont exclu de son parti et que lui-même avait intégré dans son parti ont été reconnus par le ministère de l'administration territoriale pendant que lui n'est plus reconnu. C'est comme cela depuis la période coloniale française. C'est-à-dire que le colon français, partout en Afrique, a joué de ça contre les Africains. C'est le fameux principe de diviser pour mieux régner. Il s'enseignait à l'école coloniale. Les élèves africains de l'école coloniale française, l'école des hautes études coloniales françaises, étaient formés à l'utilisation de cette stratégie. Il faut que vous sachiez que c'est à Paris que les administrateurs des colonies ont été formés à le faire. On leur enseignait les différents lignages qu'il y a dans chaque pays, les ethnies, etc. Et on leur apprenait à jouer les unes contre les autres pour dominer. L'ingénierie politique dans mon pays natal, le Cameroun aujourd'hui, continue à utiliser cette variante. Si on veut casser le MRC de Maurice Kamto, on va chercher à corrompre des personnes d'origine ethnique bamileke comme lui à l'intérieur du MRC pour leur demander de créer un MRC anti-Kamto. On va tenter de chercher des personnes d'origine Sawa, Douala, Bassa, etc. Allez créer aussi votre MRC pour utiliser cet autre MRC contre le MRC originel. On va tenter de créer et de corrompre des personnes d'origine du Nord, de l'Ouest, etc., du Nord-Ouest, en leur suggérant de créer une sédition. Et au bout du compte, les militants ne sauront même plus laquelle des ailes du parti représente le parti. Vous avez vu ça au Cameroun, oui ou non? Allons en Côte d'Ivoire, mais c'est ce que fait Ouattara. Ça, c'est le jeu sublime de Ouattara Draman. Et pour cela, prenons ce que Ouattara Draman a fait en Côte d'Ivoire avec le FPI, l'ancien FPI, le Front Populaire Ivoirien, dont Laurent Gbagbo était le leader incontesté et incontestable. Profitant de l'incarcération de Laurent Gbagbo à La Haye, Alassane Dramane Ouattara subjugue, soudoie, corrompt, adoucit l'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, et lui demande de prendre la tête du FPI et d'utiliser le FPI contre son mentor. Quand Laurent Gbagbo revient d'exil, Ouattara fait arracher le FPI par le premier ministre de Laurent Gbagbo, à qui Laurent Gbagbo a confié la présidence du FPI. De telle façon que Laurent Gbagbo est obligé, de guerre lasse, à un moment donné, de créer un nouveau parti, le PPACI, et de laisser le FPI à Pascal Affi-N'Guessan, en utilisant au passage la métaphore de l'enveloppe vide. Je vous laisse ça. Gardez. Gardez le FPI enveloppe vide. Je pars avec les militants, on crée le PPACI. Vous avez vu ça, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara a fait avec le PDCI-RDA du président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, qui vient de s'en aller? Qu'est-ce qu'il a fait? Corruption, utilisation des nominations, ruse, violence. Quel était le but? La partition du PDCI. C'est comme ça qu'il est parti avec un certain nombre de cadres importants du PDCI, dans le cadre de son RHDP. Le débauchage. À un moment donné, il a même voulu partager, il a même voulu arracher la maison du parti, qui s'était battu pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le PDCI, le parti soixantenaire. Alassane Ouattara voulait l'arracher. Il voulait prendre la maison du parti au motif que ça appartient à l'État. Donc,
Aujourd'hui même, l'une des questions qu'on se pose, c'est quel est l'avenir du PDCI? Est-ce que le nouveau président du PDCI, Tidiane Thiam, l'ex-banquier suisse, est-ce qu'il va s'associer avec l'ex-banquier du FMI et de la Banque mondiale et de la BCAO? Est-ce qu'ils vont s'associer pour faire alliance, laissant complètement veuf le peuple du PDC-RDA, que le président Aimé-Henri Konan Bédié et l'opposition véritable du pays avaient mené à la résistance en 2020? La question se pose. Parce qu'Alassane Ouattara a été la manœuvre. Proposition d'alliance, proposition d'argent, proposition de nomination, flatteries diverses, il est dans leur corps. Vous avez vu? Voilà ce qui se passe en Afrique. Mais ce qui se passe là en Afrique, ce sont des jeux politiques qui ont été enseignés par le colon français à ses subalternes. Ce sont ces jeux politiques qui se sont poursuivis en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant à Paris? À Paris, on voit très bien qu'il y a un parti politique là qui est un enjeu majeur. Un parti d'opposition qui est en train d'être manipulé. Ce parti, c'est quoi? Ce sont les Républicains. Le parti qui se revendiquait encore d'une certaine façon héritier du gaullisme. Le gaullisme, c'est-à-dire la pensée de Charles de Gaulle, qu'on peut souligner comme une pensée souverainiste. De Gaulle étant un patriote qui a toujours voulu que la France soit indépendante. Colonialiste pour les Africains, patriote et souverainiste pour les Français. C'est De Gaulle biface, comme je le dis dans le livre que j'écris toujours. Les deux visages de De Gaulle. Bon, il a un visage ici, comme celui qui a résisté à la suprématie américaine, celui qui a refusé de soumettre la France à l'Angleterre, à l'Amérique, qui a affirmé le droit de la France d'être une puissance ayant son centre en elle-même. Et c'est ce qu'on appelle le gaullisme, du patriotisme républicain français. Or, les républicains, le parti gaulliste donc, sont l'objet de manœuvres en tout point, qui sont des photocopies des pratiques de la France-Afrique que nous avons dénoncées tout à l'heure au Cameroun ou que nous dénonçons en Côte d'Ivoire. Que voit-on? Il y a quelqu'un qui a gagné les élections pour être le président du parti Les Républicains. Il s'appelle Éric Ciotti. Le monsieur a gagné. Et il a gagné sur une ligne idéologique qui consistait à se rapprocher de l'extrême droite. Parce que Éric Ciotti n'a jamais caché la proximité de ses idées avec celle de Marine Le Pen. Il a toujours pensé que pour que la droite gouverne en France, il faudra une alliance entre les Républicains, c'est-à-dire la droite gaulliste, et l'extrême droite, c'est-à-dire l'ancien Front National devenu Rassemblement National de Marine Le Pen. Ce n'est pas la première fois que Ciotti le dise. Et c'est même sur la base de cette stratégie qu'il a été élu à la tête des Républicains. Il a battu ceux qui étaient pour la coopération avec le régime Macron ou pour une espèce d'indépendance un peu isolée du gaullisme en France. Il les a battus aux élections. Il est devenu président du parti Les Républicains. Or, le président du parti a donc titre pour commencer les négociations d'alliance, puisqu'il a été élu sur la base d'une ligne idéologique. Voilà comment, tirant les leçons de l'échec des Républicains à l'élection du 9 juin 2024 et du succès du Rassemblement national, Ciotti, qui assume ses idées et la proximité de ses idées avec celle de Marine Le Pen, a accepté de passer une alliance avec elle afin de récupérer le maximum de sièges électifs lors des législatives du 30 juin 2024. Ses camarades qui lui tombent dessus là, ce sont des gens qui sont plutôt pour la coopération entre le parti Les Républicains et le régime Macron. Je recommence une deuxième fois. Ses camarades, ceux qui tombent sur Ciotti pour l'exclure du parti, ceux qui sont venus tenter d'arracher le siège du parti, c'est les macronistes. C'est les macronistes infiltrés dans les Républicains. C'est ceux qui veulent faire une alliance avec Macron. C'est ceux qui, même actuellement, sont en coopération avec Macron. Ce sont ceux qui sont proches du centre politique français, du centre droit et même du centre gauche. Ce sont ceux qui souhaitent dans tous les cas partager le pouvoir avec la majorité sortante. Or, qu'est-ce que nous avons observé hier à Paris? C'est juste incroyable. Un président légal d'un parti, alors même qu'il n'y a pas une décision de justice qui dit qu'il est exclu,
alors même qu'il n'y a pas eu une tenue d'une assemblée générale régulière de son parti. Un groupuscule d'individus décrète qu'il est exclu et tous les médias, y compris les médias d'État, s'alignent derrière la position du groupuscule et disent que Ciotti est exclu. Ciotti est exclu. Ciotti est exclu. C'est-à-dire qu'en moins de 3 heures de temps, j'ai vu un alignement total de la presse officielle et des grands groupes de presse sous le contrôle du régime actuel au pouvoir en France, derrière la thèse de l'exclusion de Ciotti. Et c'est là que j'ai compris que on est au siège des Républicains dans une manœuvre exactement comparable à celle de Biya sur l'UPC au Cameroun, de Biya sur le MRC au Cameroun, de Biya sur l'UNDP au Cameroun. C'est la même manœuvre que celle de Ouattara sur le PDC-RDA, la même manœuvre que celle de Ouattara sur le FPI, c'est ça. Ce que les dictateurs africains font là, c'est ce qu'on est en train de voir à Paris. Quelqu'un n'a pas été légalement, légitimement déposé de la tête de son parti. Mais BFM TV le dépose, France 24 le dépose, RFI le dépose, Le Monde le dépose, Libération le dépose, tout le monde le dépose. Une véritable omerta le dépose. Bon, le type est donc revenu aujourd'hui, le 13. Hier, ils ont dit qu'il est exclu. Aujourd'hui, comme c'est lui qui a les clés du siège du parti, il est revenu et a fait une petite promenade dont je voudrais vous montrer les images. Ça va vous rappeler ce qui se passe en Afrique. Vraiment, quand je vous dis que l'image de la France-Afrique en Afrique a été révélée dans son antécédent à Paris, c'est incroyable. Voici Éric Ciotti qui s'est contenté pour démontrer qu'il est l'homme fort de la place. Vous savez ce qu'il a fait? Il a juste tourné une courte vidéo dans laquelle il marche dans son bureau. Je vous montre la vidéo. C'est incroyable. Je vous montre cette vidéo-là. Pour que vous voyez à quel point le ridicule que l'on croyait réservé à ce qu'on a appelé les démocraties bananières en Afrique, ce ridicule est bel et bien partout. Monsieur Ciotti est donc venu au siège de son parti uniquement pour rappeler que c'est lui le président. Pour rappeler que c'est lui le président. Alors ça a donné quoi? Ça a donné ça. Hop. Si. Ça a donné une scène que je veux que vous voyez. J'ai publié cette vidéo sur mon... J'ai publié cette vidéo à un moment donné sur ma page. Rien que pour que vous voyez à quel point ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que nous voyons en Afrique tous les jours. À ce que nous voyons en Afrique tous les jours. Alors, j'espère que ça ne va pas trop traîner là, la connexion qui tout d'un coup se met à affaiblir. Monsieur Ciotti, venez, montrez-vous là. Mes amis ne peuvent pas... Voilà, ça rame, je ne sais pas pourquoi. C'est sans doute parce qu'il y a beaucoup d'adversaires en même temps sur toutes les colonnes. Bon, allez, je vous mettrai la vidéo plus tard parce que peut-être que j'aurais du mal à l'afficher ici avec tous les virus qu'on nous oppose, tous les logiciels. Bon, enfin, donc, si elle s'affiche, je la montrerai. Si elle s'affiche, je la montrerai d'ici la fin de l'émission. Alors, Éric Ciotti est donc revenu faire un tour du propriétaire au siège des Républicains à Paris. Et il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à essayer ainsi de faire comprendre que c'était lui le vrai patron. Voilà. Voilà. Je remonte à nouveau cette vidéo. Hein. Parce que c'est juste intéressant de voir le message que le monsieur veut nous... Le message qu'il veut nous donner. Le message qu'il veut nous donner. Il faut que vous voyez un peu le scénario de la vidéo. Le scénario m'intéresse beaucoup. Il s'assoit dans son fauteuil. Et il a publié sur Twitter.
Et il a publié sur Twitter un message pour dire que lui, il est au service de la France. Donc, on en est maintenant à Paris, à des affaires d'occupation de fauteuils. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Nous avons vécu une bagarre de fauteuils partout en Afrique francophone. J'y suis, j'y reste. Ôte-toi de là que je m'y mette. C'est ma place. C'est moi qui dois. Etc. Tout cela est de retour à Paris. Et je tenais à ce que vous voyiez très bien que ce qui se passe au Parti Les Républicains n'est rien d'autre qu'une manipulation par le pouvoir. Car en réalité, c'est le pouvoir qui détient encore les médias. C'est le pouvoir qui détient le pouvoir de manipuler la guéguerre entre les Républicains. Il y a des Républicains pro-macroniens, ils sont soutenus par les médias d'État. Ils sont soutenus par les médias mainstream. Et puis, il y a les Républicains pro-Rassemblement national, ceux-là sont en résistance. Et il est important que vous vous rendiez compte que ceux-là sont beaucoup plus populaires parmi les électeurs de droite. Donc on peut déjà, au regard de cette fragilité, on peut déjà prédire ce que je vous ai dit hier. Au deuxième jour de l'observation de cette affaire, il y a deux formations politiques qui pourraient disparaître définitivement le 30 juin prochain. Je dis bien, il y en a deux. La première, c'est les Républicains. Ce parti va probablement imploser, c'est la fin du gaullisme, qui ne restera qu'un souvenir pour ceux qui ont une culture politique en France. Et il y a une deuxième formation politique qui s'en va vers son explosion. C'est la renaissance de M. Macron. Ce qu'il appelle ensemble. Parce que il y a eu un rassemblement puissant des formations de gauche à l'intérieur de ce qu'on appelle maintenant le nouveau Front populaire. Il rassemble la France insoumise, le Parti socialiste, les Verts, le Parti communiste. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un rassemblement aussi rapide. Donc il y a une grande force de gauche qui est là. Et qui pourrait faire largement plus de 30%. Plus de 30%, voire 40% de l'électorat à venir. Et puis, autour de Mme Le Pen, est en train de s'organiser quoi? Non seulement le Rassemblement national, mais également au moins la moitié des Républicains qui pourraient aller avec Ciotti dans l'alliance que celui-ci s'obstine à signer avec Jordan Bardella, le jeune président inexpérimenté du Rassemblement national. Mais il y a un ralliement puissant pour le Rassemblement national en France qui a eu lieu entre-temps. C'est que, alors que M. Zemmour, cet auréat extrêmement prétentieux, pensait qu'il roulait Marine Le Pen et le Rassemblement national dans la farine, et qu'il pourrait, avec son mouvement Reconquête, construire une droite extrême qui soit sa rampe de lancement pour une carrière politique réussie, Zemmour ne s'est pas rendu compte que le clan Le Pen lui avait envoyé une taupe, à savoir la nièce Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. C'est elle qui a conduit la liste du mouvement Reconquête aux élections européennes, remportant 1 300 000 voix. À peine le 9 juin proclamé, les plus de 5% de voix de Reconquête reconnues, Marion Maréchal Le Pen a ramassé tout ça pour aller donner à sa tante, Marine, en disant que, désormais, Reconquête se reconnaissait dans Rassemblement national comme étant la force de rassemblement de la droite française. Donc, Rassemblement national va contenir l'essentiel de l'électorat de Reconquête. Zemmour a été cocufié, il est nu. Éric Zemmour, il ne reste plus que ses oreilles, il peut s'attraper par les oreilles et sauter comme il veut. C'est fini, Marion Maréchal Le Pen a accompli sa mission. Il s'agissait de l'accompagner, de le frapper au bon moment. Elle a ramené l'électorat à sa tente, au Rassemblement national. Le parti Les Républicains explose. Une partie va aller avec les macroniens et l'autre va aller à travers, bien sûr, à travers Éric Ciotti avec Marine Le Pen. En fait, il y a deux grandes forces qui vont s'affronter. Il y a deux éléphants qui s'affrontent là le 30 juin. D'un côté, le nouveau Front populaire, donc le rassemblement à la gauche, et de l'autre côté, eh bien, la droite rassemblée, à savoir Rassemblement national, Reconquête et au moins la moitié, voire plus de la moitié de les Républicains. Au milieu, il y aura rabougri et ratatiné, prêt à être écrasé pour toujours, la renaissance de M. Macron.
réduite comme peau de chagrin. Je vous disais donc hier que les temps sont très durs. Mais aujourd'hui, c'est encore plus dur. Et l'une des choses les plus incroyables, c'est comment l'opinion publique rejette l'actuel président français. Au point que même ses propres partisans, dans son propre parti, souhaitent qu'il ne parle pas pendant la campagne. J'ai été frappé de lire sur le site officiel France TV Info des élus du mouvement Renaissance d'Emmanuel Macron, le suppliant de se taire, parce que plus ils parlent, plus ils perdent. Et ça, c'est une autre caractéristique de l'image de la France-Afrique, le rejet des dictateurs. Si on faisait passer de véritables sondages en Afrique francophone, pour savoir ce que l'opinion pense de ces dictateurs, manipulateurs, qui s'imposent par la ruse, la violence, la corruption, à la tête de nos États en Afrique. Ce sont les personnages les plus détestés de la population. Quand la population vous dit qu'elle les aime, c'est parce qu'il y a une matraque à côté. Ici en France, si vous faites un sondage sur la popularité de l'actuel président de la République, le président Macron, si les gens n'ont pas peur d'être punis, vous allez découvrir quelque chose d'exactement comparable. Vomi par l'essentiel de l'opinion. Je dis bien vomi, rejeté par l'essentiel de l'opinion. Au point que ses propres ex-députés, ses propres élus, les cadres de son propre parti, lui demandent publiquement de se taire, de raser les murs. J'ai même vu ailleurs qu'ils ont demandé qu'il s'efface. Il faudrait qu'il s'efface pour leur donner quelques chances de sauver des circonscriptions. Telle est la situation ici en France. Au jour J2 de notre observation, les opérations de l'Institut de l'Afrique des libertés se poursuivent.